Bonjour à tous, c'est Guillaume pour PokerStrategy.com et aujourd'hui je vais vous synchroniser la troisième vidéo du projet coaching PLO de Nazgul dans laquelle on va encore une fois analyser une revue de session de Tom Grill. Comme d'habitude, comme c'est une vidéo multicoach, je vais prendre deux voix différentes pour synchroniser les deux intervenants. Alors ma voix normale pour Nazgul et une voix légèrement modifiée pour Tom Grill. Cette vidéo se situe une semaine après la précédente. On a encore une fois un peu modifié le HUD. Et on peut dire qu'on a quand même fait pas mal de progrès depuis le début du projet. Vous pouvez suivre ça sur le blog. Et Tom a d'ailleurs terminé pour la première fois une session dans le positif à cette limite. Et c'est d'ailleurs la session qu'on va regarder, que ce soit pour essayer de découvrir les leaks restants ou tout simplement pour s'extasier devant le jeu de Tom. Voilà, tu peux lancer. Et ici on a une première décision assez facile à prendre puisqu'il va s'agir d'un 3-bet avec la pocket d'As. On est face à un joueur inconnu mais dont on peut voir qu'il n'a pas un tapis complet. Et bon là sur le flop ça semble relativement standard, mais tu vas peut-être quand même pouvoir nous dire un petit peu quelles sont tes réflexions sur ce spot. Et bien là je pense qu'on a un continuation bet relativement facile et si on est confronté à un check raise, on peut sans doute trouver un fold face à un joueur dont on ne connaît rien. Mais bon, je pense que dans la plupart des cas, il va tout simplement se coucher. Ouais, je suis d'accord. Il va souvent se coucher, et les fois où il ne se couchera pas, t'as encore un tirage couleur backdoor et la paire de 8. C'est pourquoi il y a quand même un certain nombre de cartes à même de tomber qui vont plutôt t'arranger. Et il s'agit également d'un tableau sur lequel on peut assez facilement en faire un second barrel, même s'il est relativement sec. Bon, on avait déjà évoqué dans la vidéo précédente qu'en général, il est préférable d'éviter de faire des secondes barrels lorsque le joueur a suivi sur le flop sur un tableau plutôt sec. Parce que bon, l'adversaire va régulièrement suivre une nouvelle fois. Mais là, le tableau n'était pas non plus complètement sec, il y avait quelques tirages quintes possibles. Même si bon, dans l'ensemble, les tableaux vraiment secs en PLO, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est pas faux. Ouais. La main en haut à gauche, là, le Hold'em Manager vient de me la montrer, donc tu l'as joué? Non, je pense pas que je l'ai joué, ça doit être que le small blind s'est couché. Ok, non, c'est parce que j'ai juste vu ce 10-5 de cœur et j'étais un peu étonné. Mais bon, si tout le monde s'est couché, évidemment. Bon, là, on a un open raise fort standard depuis le button. Même s'il s'agit d'un big blind qui, jusqu'à présent, a été fort loose. Et là, quelles sont tes réflexions lorsque tu optes pour un continuation bet? Parce que, vas-y, mets en pause. C'est une situation relativement intéressante. Bon, malheureusement, on est allé un peu trop loin. Mais est-ce que tu penses que tu vas réussir à générer bon nombre de folds face à ce joueur? Bah tiens, on peut peut-être en profiter pour expliquer notre nouveau HUD à nos spectateurs. Donc peut-être que tu peux le faire sur le joueur là en haut à gauche, Theozer. Parce que je pense qu'il s'agit vraiment d'un HUD qui se prête vraiment bien au Maha. Donc ouais, vas-y, explique-le nous. Ouais, par contre, je vais plutôt prendre un joueur sur lequel on a un peu plus de stats et donc plus de chiffres sur lesquels s'appuyer. Ouais, ok, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Bah, t'as qu'à prendre le jungle, là on a déjà pas mal de mains contre lui, ce qui fait que des valeurs ont déjà été attribuées à chacune des stats. Ok, bon, la première ligne évidemment c'est le pseudo et le nombre de mains. Je pense que ça tout le monde avait deviné. Deuxième ligne, on a de gauche à droite VPIP, PFR, 3 bêtes et When to Showdown. Ok, quand je disais vite fait, ça veut pas non plus dire aussi vite que ça. Ouais, ouais, mais là c'est pour cette ligne parce que je pense que c'est des stats que tout le monde a. Ok, mais bon, la ligne suivante devient un peu plus complexe, donc prends ton temps. Ouais, ça marche. Donc la troisième ligne, on a fold face au continuation bet sur le flop. En l'occurrence, chez Jungle, c'est 70%. La deuxième valeur qui est en jaune, c'est le check raise flop. Voilà, qui chez lui se trouve dans la limite du raisonnable. Ouais. La troisième valeur en orange, c'est les relances face au continuation bet. Tout à fait, ouais. Donc en gros, c'est une fois la relance hors position et une fois la relance en position, tout simplement. Voilà. Et la quatrième et dernière valeur de cette ligne, c'est son pourcentage de continuation bet dans un pot simplement relancé. Ouais, et soit dit en passant, chez ce joueur-là, il est vraiment très faible. Ouais, 50, c'est vrai que c'est pas vraiment très élevé. Et quatrième ligne, on commence avec le facteur d'agressivité général, donc la F overall. Ouais, qui chez ce joueur-là est également relativement humain, on va dire. Ouais, le deuxième chiffre, c'est le check raise général, donc quelle que soit la street. On a ensuite le fall to continuation bet dans les pots sur relancé. Et enfin, à quelle fréquence ce joueur fait lui-même un continuation bet dans les pots qu'il a sur relancé. Ouais, bon, puisqu'a priori il n'y aura pas eu cette situation très souvent, il a 100% et
par ailleurs avec un éventail de 3 bêtes de 1,3%, c'est pas complètement surprenant. Ouais. Et bon, la dernière ligne, c'est fréquence d'agressivité sur le flop, le turn et la river, donc dans l'ordre évidemment. Ok, parfait. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais te faire revenir là-dessus, c'était pour parler des stats de Theozer. Mais en fait, je me rends compte que ce que je croyais être les stats de Theozer sont en réalité les stats d'Ivana Harman. Je ne me trompe pas, tu n'as bien aucune stat sur Theozer. Ouais, tout à fait. Mais bon, en partant du principe que c'était bien ses stats, ce que je voulais dire, c'est que vu son fall to continuation bet de 0, même si c'est seulement sur 5 mains, on aurait pu envisager de prendre un check behind dans cette situation, avec une paire, deux overcards et un tirage quinte bilatéral, même si je pense que là, un continuation bet n'est pas une erreur. Et bon, sur cette carte du turn, je pense que la décision devient relativement facile, j'imagine, non? Ouais, je vais miser. Ok, on peut peut-être refaire le petit exercice qu'on a fait l'autre fois. À combien penses-tu que devrait s'élever le second barrel optimal afin de réussir à le mettre all-in sans trop de problèmes sur la river? Ouais, là je dirais, il y a 5,50, il lui reste 12,90. Je pense qu'une mise à 4 dollars, ça lui laisserait 8,90 dans un pot de 13,50. Ce qui fait que j'aurais pas trop de problèmes à provoquer un call sur la river, je pense. Ouais, je dirais qu'une mise à 3,75 doit être assez optimale dans ce spot. Ouais, le pot sera largement assez gros pour le mettre all-in. Mais bon, j'imagine que t'as misé dans ces eaux-là, ou du moins que t'as pas misé moins que 3,75. Il me semble bien que si. Ah, 3, ok. Bon, je trouve ça un peu faible. Et le problème que tu as lorsque tu mises 3, c'est que tu vas éventuellement provoquer quelque chose, c'est-à-dire éventuellement une relance de bluff de la part de ton adversaire. Bon, il se trouve que là, en l'occurrence, vu sa taille de tapis, c'est pas très vraisemblable non plus. Ouais, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pu me le permettre. Je me suis dit que c'était assez invraisemblable. Ouais, ok. Mais bon, on va dire généralement, lorsque tu veux générer de la value, c'est un peu faible, même si en l'occurrence, on a un peu toujours la même question sur un tableau contenant une paire comme celui-ci. Par quelle main inférieure à la tienne pourrais-tu bien être suivi sur le turn et la river? Mais bon, a priori, c'est un fiche et croyez-moi, les fiches trouvent toujours le moyen de faire des calls avec des mains étranges, par exemple une paire de valets, voire avec un roi si jamais ils ont suivi avec as-roi sur le flop. Ouais, puis on voit quand même aussi pas mal de joueurs incapables de coucher leur brelan. Donc ouais, il y a quand même pas mal de mains avec lesquelles ils pourraient suivre. Ouais, ce qui est assez étrange dans la mesure où Dame Valet est une quinte quand même relativement probable. Et la relance d'isolation que tu as fait juste avant en haut à droite, face à ce joueur extrêmement loose, on peut voir que c'est relativement profitable dans la mesure où il s'est directement couché. Ce qui n'est pas vraiment standard, mais bon, on ne dit pas non quand l'occasion se présente. Lorsqu'on est face à un adversaire dont on part du principe qu'il va pouvoir se coucher, et ouais, dans l'ensemble, ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, c'est que à ses limites, les tables sur Stars ne brillent pas non plus par l'excellence des joueurs qui y sont assis et il y a vraiment moyen de pas trop mal s'en sortir. Ouais, ce qui est assez amusant, c'est que des fois je passe 1 heure à passer d'une table à l'autre, à changer, à m'asseoir, à repartir, et parfois je reste à jouer 4 heures aux 4 mêmes tables. Ouais. Et d'ailleurs, on va bientôt augmenter le nombre de tables. Et ouais, ce qui est amusant, c'est qu'on voit vraiment les deux extrêmes, donc des joueurs avec 15-11 de VPIP PFR et d'autres avec 94-33. Mais des stats vraiment solides, on n'en voit pas beaucoup. Et ouais, quand on voit ce genre de choses, ça rappelle le bon vieux temps. Ouais. Bon, en bas à gauche, ça va être assez standard, hein. Continuation bet avec une overpair, la meilleure possible, un tirage couleur backdoor et un tirage quinte backdoor. Et bon, vu son agressivité et son full to continuation bet, c'est assez surprenant de le voir faire un call. Et bon, là sur le turn, tu touches quand même une très jolie carte. Et wow, excellente taille de mise de ta part. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Ah non, t'as misé un peu plus. J'aurais trouvé 5,75 optimal. Tu peux mettre en pause, s'il te plaît? Lorsque tu décides de miser ici, avec quoi tu penses qu'il a suivi? Eh bien, je pense qu'il aura très souvent une dame, de temps en temps, mais assez rarement 4-6, ou bien 4-2. Je pense que 4-6 ou 4-2 sont des mains qui sont presque systématiquement accompagnées d'une pocket d'as. Il se trouve que j'ai deux as et bloque donc presque toutes les combinaisons, ce qui fait que je pense que là, il aura une dame dans une vaste majorité des cas. Et bon, sur le turn, je voulais pas miser trop haut afin de ne pas le pousser à se coucher. Voilà, tout à fait. Et c'est dans ce sens-là que la taille de mise me semble très bonne, même si bon, j'aurais préféré 5,75. Et là, la river est assez intéressante. À un niveau plus élevé, on se dirait,
Ouais, elle est pas si intéressante que ça dans la mesure où il s'agit simplement d'un value bet et l'adversaire peut alors décider s'il décide de bluff catch ou non. Son when to showdown de 29 est plutôt dans le haut de la fourchette. Bon, il y a des joueurs qui ont quand même beaucoup plus, donc c'est pas non plus une grosse calling station, mais bon. On a parlé dans une vidéo précédente des éventails de call river élastiques ou non élastiques. Que penses-tu de son éventail de call dans ce spot? Euh, Bah en fait, je ne peux pas vraiment imaginer qu'il suivrait grand chose d'autre que Dame 10. Ok, et quelle taille de mise penses-tu qu'il suivra? Moi, je pense pas qu'il misera de mise trop élevée, donc plutôt quelque chose comme 15, 16. Ouais, bah personnellement je trouve que c'est presque même trop élevé. Je pense que son éventail de call va être très élastique. Et qu'est-ce qu'on entend par éventail élastique? C'est un éventail qui va dépendre de la taille de mise. Donc plus notre mise sera grosse, plus la partie de l'éventail adverse avec laquelle il va se coucher sera grosse. Et au contraire, un éventail non élastique, c'est un éventail avec lequel, peu importe qu'on mise 1 dollar ou 20 dollars, l'adversaire se couchera avec toutes les mains avec lesquelles il avait l'intention de se coucher et suivra avec toutes les mains avec lesquelles il avait l'intention de suivre. Et ouais, je pense qu'en l'occurrence, avec en plus cette carte de la river, si tu mises à hauteur du pot, il va se dire ah, et il va se coucher, il va pas avoir de réflexion du type ok, mon adversaire a un éventail extrêmement polarisé, c'est pourquoi je vais suivre avec mon bluff catcher. Et ouais, c'est le type de réflexion qu'un tel joueur a de telles limites et vu ses stats n'aura a priori jamais. C'est pourquoi je pense que ouais, une petite mise qui lui ferait un peu de l'œil serait pas mal. Je pense que quelque chose comme 13,75 serait assez optimal. Et bon, on va parfois un peu s'auto-value en étant suivi par un 3 ou ce genre de choses, mais ah, 8,50. Donc apparemment, t'as eu à peu près la même analyse. Si tu peux mettre en pause vite fait. Et ouais, là, en misant 8,50, tu veux sans doute réussir à provoquer un call de la part de toutes ces dames. Et ouais, ça me semble quand même vraiment faible. Parce que bon, je pense que si là il suit 8,50, il va également suivre 12,50. Ce qui fait qu'en misant aussi faible, tu abandonnes sans doute un peu de value. Ouais, je pense que là, j'avais un peu la crainte qu'il ait un 3 de temps en temps. Et que, ouais, je voulais dans l'ensemble pas m'auto-value. Je pense que c'est un peu quelque chose qui a joué un rôle dans ma décision quant à la taille de mise. Ok, ouais. Mais bon, je pense quand même qu'une taille un peu plus élevée est plus appropriée. Parce que bon, il peut tout à fait avoir pocket de roi, il va pas coucher une main comme dame 10. Il pourrait avoir attrapé un tirage couleur sur le turn qui n'aurait pas été le tirage max puisqu'on le bloque avec notre as de cœur. Et ouais, dans l'ensemble, j'aime bien cette taille de mise. Enfin, j'aurais préféré un peu plus, mais j'aime bien l'idée qui provient du fait que tu as bien vu que son éventail de call river était assez élastique. Et ouais, t'en as tiré les bonnes conséquences en misant peu, en reconnaissant qu'il avait sans doute une main faible et que pour pouvoir le pousser à la suivre, il te fallait miser assez petit. Et bon, là, en l'occurrence, il a un peu de tank et puis il a suivi et il avait effectivement dame 10. Et donc ouais, t'as vraiment très bien lu la main, tu as très bien joué en conséquence, à ceci près que ouais, si t'avais misé 4 dollars de plus sur la river, il aurait suivi également, et mine de rien, ça fait 8 bébés d'abandonner, ce qui n'est vraiment pas négligeable, et il est vraiment important de ne pas abandonner cet argent. Pourquoi je vous recommande de prendre le temps d'essayer de déterminer comme ça la taille de mise optimale en fonction de vos reads. Bon, je sais que quand on multitable, c'est pas toujours facile, mais vous abandonnez vraiment beaucoup de value si vous ne le faites pas. Et bon, je pense que c'eût été vraiment intéressant de miser plus. Cependant, n'oublions pas qu'il y a de quoi être extrêmement satisfait du fait que tu as eu la bonne analyse, à savoir qu'il n'avait sans doute pas une main forte et que c'est la raison pour laquelle il n'aurait pas suivi de mise à hauteur du pot et qu'il te fallait donc miser plus faible. Et ouais, ça c'est vraiment une excellente chose. En haut à droite, bon, on est face à un fiche assez notoire. Et ça, c'est le genre de spot où je vais pas chercher à équilibrer. Je vais miser 8,50, 8,60 dans la mesure où le tableau est extrêmement propice au tirage. Et ouais, je vais donc miser très proche de la hauteur du pot, histoire de vraiment générer la value maximum face à ce joueur. Parce que je pense qu'il va de toute façon suivre tous ses tirages, et je vais vouloir obtenir le pot le plus gros possible. Et ouais, il n'y a qu'arriver sur la river que je changerai un peu mon plan, en prenant le temps de mener la réflexion qu'on vient de mener en bas à gauche. Voilà, bon, continuons, ça va sans doute être intéressant. Mais bon, je dois dire qu'on voit vraiment que tu as fait de gros progrès. Et dans ce genre de spot, on voit régulièrement les adversaires faire des donk bets en essayant de représenter roi-valet, ce genre de choses. Et c'est presque toujours un move qu'ils feront avec un tirage couleur. Ce qui fait qu'on pourrait presque envisager un petit min raise, si c'était le cas. Et là, bon, la river, c'est pas la meilleure carte à même de tomber, mais c'est pas non plus la pire. Et ouais, qu'est-ce que tu penses qu'il va généralement avoir et combien souhaites-tu miser? Quoi, le même exercice qu'en bas à gauche en fait.
Eh bien là, je pense que cette fois-ci, au contraire, son éventail ne va pas être élastique. Soit il va avoir un tirage couleur manqué, auquel cas il va se coucher, quelle que soit la taille de la mise, ou bien il va avoir une main plus forte du type double paire, ce genre de choses, avec laquelle, vu son wed tout showdown élevé, il va suivre un peu n'importe quelle taille de mise. Ah, parfait. C'est tout à fait ça. Bon, là, on va quand même un peu appliquer le principe du supermarché en misant plutôt quelque chose comme 19,75, histoire que ce soit juste en dessous de 20. Ouais, bon, honnêtement, j'ai un peu peur de ce qui va arriver là. Je me souviens plus exactement. Ah. Bon, bah, t'as mené la bonne réflexion, mais tu n'en as pas tiré les bonnes conséquences. T'as visé quoi, 11,50? Ouais, ouais, là, c'est vraiment dommage. T'abandonnes énormément de value. Ouais, bon là, pour être tout à fait honnête, le facteur quinte a joué un rôle non négligeable dans la taille de ma mise. Ouais. Ce qui se passe ici, c'est que le facteur quinte n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où s'il check avec la note, c'est qu'il va forcément te mettre un check raise. Et bon, avec ta mise à 11,50, tu pourras encore trouver un fold en cas de check raise, ouais. Mais en principe, tu devrais avoir misé tellement qu'il serait de toute façon all-in. Et si on considère le spot, t'as misé 12,50. Ok. Il a suivi avec Valet 9 et ça semble assez évident qu'il aurait également suivi une mise aux alentours de 20. Et bon, si on calcule une nouvelle fois la différence, ça nous fait encore 7 dollars. Si on prend ces 7 dollars plus les 4 dollars d'en bas à gauche, ça nous fait 22 big blinds que tu aurais dû gagner en plus. Et ouais, 22 bébés en plus sur deux mains là, ça fait quand même pas mal. Donc winning player c'est une chose, mais on voit qu'il y a encore pas mal de marge de progression en termes de maximisation de la value. Et ouais, dans l'ensemble, c'est une chose de prendre les bonnes décisions et d'émettre les bonnes suppositions, mais encore faut-il être en mesure d'appliquer tout cela correctement. Bref, c'est vraiment essentiel d'être extrêmement attentif à cela, parce que, encore une fois, on peut avoir bien évalué l'éventail adverse et toutefois prendre des décisions sous-optimales, parce que bon, un abandon comme ça de 22 bébés, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, je suis d'accord, d'autant plus que c'est des situations quand même assez récurrentes. Non, c'est sûr. Et bon, encore une fois, c'est vraiment dommage d'abandonner de la value alors que ton analyse de la situation était la bonne. Ouais, c'est vrai, c'est un peu rageant. Alors bon, faut pas non plus trop s'en vouloir, c'est vraiment pour essayer de te faire avancer et ouais, d'évaluer un peu la marge de progression, en particulier en termes de maximisation de la value. Là en haut à droite, c'est assez intéressant. Un joueur extrêmement tight under the gun, vraiment très très tight. J'imagine que c'est la raison pour laquelle tu as suivi, dans la mesure où tu t'accordes sans doute une set value non négligeable face à un joueur qui a un PFR aussi faible. Ouais, ouais, c'est bien ça l'idée. Ok, bah dans ce cas-là, ouais, le call me semble justifié, vu la cote dont tu bénéficies. Et bah sur ce flop, ta réflexion peut-être, tu as deux bloqueurs vers la quinte note, ce qui va toujours exiger un donk à hauteur du pot de ta part, on est bien d'accord. Attention, ça pourrait être un piège. Ok. Bon, certes, j'ai deux bloqueurs, mais il s'agit d'un tableau qui va quand même avoir extrêmement bien touché son éventail. C'est pourquoi je pense que ce serait une mauvaise idée de me lancer dans un bluff dans cette situation. Parfait. C'est exactement ce que je voulais évoquer, à savoir, il faut pas se contenter de prendre en considération le fait qu'on a des bloqueurs, mais également en l'occurrence son éventail qui est extrêmement fort sur ce tableau, puisqu'il peut potentiellement avoir tous les brelans avec lesquels il va pas se coucher, du moins pas avant la river. Et ouais, là t'as un check fold, on ne peut plus facile. À moins bien sûr que tous les joueurs check et qu'on touche un 10 qui ne soit pas à pic. Ouais, on va voir. Bon, c'est toujours un peu le gros suspense quand on se rappelle pas si on a fait un gros fail ou pas. Non, mais là, je pense que le spot est assez clair. Je voulais juste évoquer en quoi les bluffs au bloqueur ne sont généralement pas une très bonne idée, assez limite, mais dans cette situation particulière, serait vraiment catastrophique. Ok, maintenant on a en plus le bloqueur vers la couleur max, donc on a de plus en plus de bloqueurs. Ouais, bon, je pense que ça reste un check fold. Ouais, on est bien d'accord. 10-10 doublement assorti en bas à gauche. Tu vas sans doute réfléchir à un call avec un peu de valeur de connectivité. Bon, on peut trouver le call, même si c'est vraiment limite. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Ouais, là, ça commence à devenir intéressant en haut à droite. Il n'est même plus exclu qu'on ait la meilleure main. Bon, ce sera assez rare parce que j'imagine que au moins un des joueurs aura souvent un roi. Mais bon, ce serait amusant. En bas à gauche, si tu peux mettre sur pause. Sur ce tableau, quelle est ta réflexion? Euh, ouais, pour ma main, je pense que le tableau,
est un peu mitigé, on va dire. D'une part, j'ai des cartes qui bloquent la plupart des tirages, hormis le tirage couleur. Mais d'un autre côté, il n'est pas complètement exclu qu'un des adversaires ait un 7, en particulier vu le VPIP de chacun des joueurs. Ouais, enfin bon, il y en a un qui a fait un open raise under the gun avec 14 de PFR, donc il ne va pas en avoir énormément non plus. Bon, en revanche, c'est vrai que l'autre joueur en est tout à fait capable. Et bon, ce qu'il est assez important de noter ici, même s'il est vrai que l'échantillon n'est pas vraiment suffisant, puisqu'il n'a que 44 mains, mais ce qu'on peut d'ores et déjà voir, c'est qu'il a 0 de fold face au Conti-Bet. Non, c'est 20 mains. Mais t'as raison, il a 0 de fold face au continuation bet. Ah ouais, 20, excuse-moi, j'ai confondu avec le One to Showdown. Et bon, c'est quand même assez risqué, mais je pense quand même que tu as une des mains qui s'y prête le mieux parce que tu sauras assez bien où te situer si jamais tu es confronté à un call. Tu peux très bien faire une relance de bluff, tu as une bonne position pour cela dans la mesure où les autres adversaires doivent prendre en compte le fait qu'il reste des joueurs à parler derrière eux. Et par ailleurs, tu as l'avantage, si jamais tu es suivi, de pouvoir prendre la carte gratuite grâce à ta position. Et bon, tu as la possibilité de toucher un 10, ce qui te donnerait une assez bonne cote implicite, qu'il réalise la couleur ou non. Et dans l'ensemble, je dirais que ouais, tu as d'une part la position, d'autre part un assez bon tableau en combinaison avec ta main pour pouvoir le faire. C'est pourquoi je dirais que là, une relance de bluff me semble assez intéressante. Ok, dans ce cas-là, combien tu relancerais, hauteur du pot? Non, non, non. Sur les tableaux avec une paire, relance vraiment peu. Quelque chose aux alentours de 2,5x me semble largement suffisant. Ok, donc quelque chose comme 10 dollars? 10 dollars, ça me semblerait presque un peu beaucoup. Je dirais plutôt aux alentours de 9. C'est pas mal, d'autant que l'autre adversaire pourrait bien être tenu de coucher un tirage couleur. Et en revanche, je pense que si tu te couches, il ne va jamais coucher le moindre tirage couleur. Mais bon, tu peux continuer la main. Ouais, j'imagine que j'ai suivi une fois, voilà. Ok, tu fais un float. Ouais, je regarde un peu ce qui se passe. Ah, c'est dommage, une relance aurait été assez jolie. Mais bon, là sur ce turn, ça devient intéressant. On va voir ce qui se passe. Il check. Et là, ça va être un peu délicat. Euh, ce que tu ne dois pas faire ici, c'est de trop miser. Bon, tu ne vas de toute façon pas réussir à générer de la value s'il n'a pas au moins un brelan ou bien une couleur. À moins qu'il touche sa pocket pair sur la river, auquel cas ton slow play pourrait avoir une cote implicite négative. Donc ouais, ce que tu vas essayer de faire là, c'est de l'aspirer un peu, de miser aux alentours de 4,50, voire même un peu moins, histoire de faire grossir le pot, en espérant qu'il ait un 7. Et bon, je pense que ça va être rare, il va souvent se coucher. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose puisque c'était le plan d'origine de le pousser à abandonner sa main. Ouais, enfin, ton plan, est-ce que c'était également le mien? J'en suis pas absolument certain. Ouais, bon, enfin, sur ce tableau, tu peux pas suivre parce que tu penses avoir la meilleure main, si. Bon, j'ai suivi un peu un petit mélange entre de temps en temps la meilleure main, de temps en temps je vais toucher un petit quelque chose. Ouais, ok. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que vu son snap fold, il se serait sans aucun doute également couché face à une relance flop. Ce qui fait qu'effectivement, c'eût été une meilleure approche dans la mesure où on aurait généré plus de fold equity face aux fiches, qu'on ne tient pas particulièrement à garder dans la main. Et ouais. En haut à gauche, c'est assez intéressant. Tu peux peut-être nous livrer ta réflexion. C'est un pot sur relancé, me semble-t-il. Euh, je suis pas certain de comment on en est arrivé là. Ouais. Bon, en tout cas, t'as fait un open race, quoi. Donc ouais, tu peux peut-être quand même nous livrer ta réflexion dans la mesure où il s'agit d'un joueur qui ne semble pas très agressif. Non, certes, mais j'ai le sentiment que vu sa taille de tapis, je suis quand même plus ou moins tenu de finir broke. Ouais, c'est une réflexion assez intéressante. Tu as deux tirages quinte backdoor, un tirage couleur backdoor. Les tirages quinte backdoor ne sont pas excellents. Tu n'as pour l'instant investi que 3,50 sur le flop, plus tes 1,25, 1,50 pré-flop. Ce qui fait que ton investissement total pour le moment s'élève à 5 dollars. Et pour jouer pour son tapis complet, tu vas devoir investir les 12 dollars de sa relance, plus les 12 dollars restants dans son tapis. Son tapis s'élève à 27 dollars. Donc ouais, il te faudrait investir 24 dollars de plus. Et je pense que son éventail va quand même être composé de double paire et mieux. C'est pourquoi je pense que tu as plutôt un fold. C'est du moins l'évaluation que j'aurais de la situation. J'ai un peu de mal à le mettre sur une main moins forte que double paire. Vu comme il a été passif jusqu'à présent, je pense qu'il n'est même pas exclu qu'il se contente d'un call avec une main comme Roi 3. Mais ça me semble quasiment assuré pour des mains du type. Bon, As-Roi, c'est pas très probable puisque tu as deux As.
Et il se trouve que même dans l'idéal, s'il n'a qu'une paire de rois, il ne s'en sort pas si mal que ça face à toi, puisque tu as pas grand chose pour retomber sur tes pieds. Et ouais, personnellement, je pense que tu as un fold, même entre guillemets pour sa taille de tapis relativement faible, parce que ben 27 dollars, ce n'est pas rien, ça implique quand même plus de 50 dB. Et bon, dans l'ensemble, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est toujours l'histoire d'exploitation, à savoir que Pocket Das, dans cette situation, c'est un peu comparable à Bottom double paire. Et c'est vrai que si on couche 8-3 sur un tableau comme celui-ci, alors que peut-on bien suivre? Mais bon, j'ai quand même de sérieux doutes sur la capacité d'un tel adversaire à vraiment nous exploiter. Et par ailleurs, il n'a vraiment aucune information sur la main que tu vas coucher. Tu pourrais tout simplement être sur un continuation bet de bluff. Donc ouais, personnellement, j'opterais tout simplement pour un fold. Et bon, après ma longue explication, j'imagine que tu vas cliquer sur Chip et qu'on va voir qu'il a absolument rien en main, rendant mon analyse bien à côté de la plaque, comme c'est déjà arrivé un certain nombre de fois dans cette série. Ouais, on va voir. Honnêtement, je serais pas plus surpris que ça de voir me coucher. Ouais, je trouverais ça pas mal que tu te couches. Et voilà, c'est bel et bien ce que j'ai fait. Et bon, c'est assez intéressant de voir que mon analyse là, pendant qu'on fait la vidéo, est complètement différente de celle que j'ai eue en jouant la main. Ce qui prouve que j'ai encore un peu de travail à effectuer sur la structure et la cohérence de mon approche. Ouais, mais bon, t'as pris la bonne décision à la table, c'est l'important. Puis bon, ça nous donne la possibilité de revenir un peu sur ce genre de décision. Bon, là, c'est assez intéressant la table que tu viens de ramener. Ouais, j'avais une table de remplacement ouverte à côté. Ok, donc le second barrel, je le trouve vraiment pas mal. Et bon, là, arrivé sur la river, ça commence à être un peu plus délicat. Il me semble assez clair qu'il ne va pas coucher de valet. D'un autre côté, aucun tirage ne s'est réalisé, hormis évidemment 5-6, avec une main comme 4-5-6. Avec cette main, je pense qu'il fera presque toujours un donk bet. Et la question va une nouvelle fois être comment se compose son éventail de call d'après toi. Sans forcément prendre ta main en considération, mais de manière générale, bon, j'ai déjà dit qu'a priori avec un valet, il suivra toujours, quelle que soit la taille de ta mise. Donc, on peut dire que c'est peu élastique sur ce point au moins. Ouais, son éventail va pas être élastique, dans la mesure où il va suivre avec un valet, mais il pourrait coucher un certain nombre de tirages manqués. Mais bon, peut-être qu'il faut pas non plus négliger le fait qu'il pourrait quand même avoir une overpair. Ouais, enfin, roi-roi, as-as sont rendus un peu moins probables par le fait que t'as un as et un roi. Avec as-as, on peut quand même partir du principe qu'il aurait su relancer préflop. Ouais, mais d'un autre côté, il n'a que 2,4 de 3 bêtes. Ouais, justement, 2,4, ça me semble assez clairement indiquer qu'il ne surrelance qu'avec les as. Donc ça exclut un peu, je pense. Et dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'une situation qui se prête assez bien à un bluff bon marché. Un petit bet s'élevant à 8, 50, 9, 50 dans ces eaux-là. Parce que, ouais, il y a quand même pas mal de tirages manqués. Bon, le tirage couleur, ouais, il pourrait quand même avoir par exemple des mains du type 8-8 ou 9-9. Bien quelque chose comme 8-9-10 qu'il aurait suivi sur le flop et avec laquelle il aurait chopé en plus un tirage couleur sur le turn pour trouver un nouveau call. Et ouais, toutes ces mains avec lesquelles il aurait une paire pour accompagner ses tirages, tu lui offres le pot en prenant le check behind alors qu'elles se coucheront si tu mises. C'est pourquoi j'aime vraiment bien l'idée d'un petit bet. On va voir ce que t'as fait. Ouais, bon, je vois quand même qu'avec cette histoire d'éventail de coller élastique et non élastique, j'ai encore quelques difficultés. Et là, ouais, le check behind est vraiment bien dommage. Parce que vous avez partagé le pot là, non? Ouais, ouais, on a partagé avec As-Roi. Ouais, là, on pourrait vraiment être absolument certain qu'il se serait couché face à un bet. Et ben, avec une petite mise à 8-9 dollars, tu aurais encore une fois remporté un pot vraiment pas négligeable. Et en n'optant pas pour ce move qui me semblait être clairement la meilleure approche, on voit que tu as encore une fois abandonné pas mal de value. Et c'est particulièrement dommage parce qu'encore une fois, tu avais la bonne réflexion, mais tu ne l'as pas menée à bien. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel lorsque vous avez une réflexion de ce type. Il est important de bien la suivre. Ça sert vraiment à rien d'être un génie de la théorie, mais de pas l'appliquer et de dire ouais, je sais qu'un call est catastrophique ici, mais je vais quand même suivre. Ça ne sert vraiment à rien puisque vous ne générez pas de gains ainsi. Parce que les gains, vous les faites lorsque vous appliquez correctement vos suppositions et vos évaluations correctes. Mais bon, on a quand même bien vu que tu as fait énormément de progrès dans tout ce qui est théorique et dans les réflexions que tu mènes depuis qu'on a commencé ce projet de coaching. Et je pense que le jour où tu arriveras à mettre tout cela à exécution, ça va commencer à être vraiment intéressant. Bon là, on a encore un call face à un joueur bien nitty. Toujours pareil hein, pour la set value et pour ta cote implicite avec une pocket pair élevée. Et là, le spot est fort intéressant sur le flop et je vois que tu as déjà commis l'erreur, donc stop.
pourquoi penses-tu qu'un donk bet serait une bonne idée dans ce spot? Parce qu'on ne peut pas jouer en check call en raison des deux joueurs restant à parler derrière moi. Et par ailleurs, un check raise avec top et bottom double pair est sans doute surjoué. Voilà, et là tu vas avoir une situation assez délicate si jamais il fait un 6 bet. Et il se trouve que avec pocket d'as ou pocket de roi, il va très certainement faire son continuation bet. Et il se trouve que ce sont deux mains qui composent une grosse partie de son éventail. Ce qui fait que ça va être un peu délicat. Et bon, ça va être une main intéressante là, du fait que tu n'as pas opté pour un lead. Je suis curieux de voir comment ça continue. On en a déjà parlé, mais aux petites limites, n'hésitez vraiment pas à faire des leads avec ce genre de main. Vous serez assez rarement confronté à une relance de bluff. En particulier si on regarde l'agressivité des deux joueurs à notre gauche. Parce que bon, le relanceur préflop est certes assez agressif, mais si jamais les deux joueurs restants s'étaient couchés, alors on pourrait suivre sur le flop et envisager un chip sur un turn inoffensif. Et ouais, éjecter les deux autres joueurs du pot nous permettrait une prise de décision beaucoup plus confortable. Tu trouves vraiment qu'un check raise est si surjoué que ça sur un tableau aussi sec? C'est pas vraiment une question d'être trop fortement surjoué ou non. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur l'adversaire pour savoir s'il est prêt à se laisser déstacker avec une pocket d'as. Et par ailleurs, il se trouve que notre equity face à une pocket d'as n'est pas exceptionnel non plus. Bon, certes, on est quand même assez clairement favori, mais ce qui se passe, c'est que face à l'éventail initial contre lequel on serait, disons que même s'il a une main comme As, Roi, Dame, Valet, ce qui est le scénario idéal pour nous, à mesure où il n'aurait alors que deux overcards, puisque on bloque les dames, mais en revanche, s'il a une main du type As, Roi, Valet 2, on est complètement à la ramasse et on a un free roll extrêmement négatif. Et ouais, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire sur une main comme celle-ci, c'est que les pertes potentielles sont quand même beaucoup plus importantes que les gains potentiels. Et bon, à des limites plus élevées, on va pouvoir jouer ces genres de mains de manière extrêmement agressive, mais dans l'ensemble, je dirais quand même que dans un pot multi-way comme celui-ci, avec une main top bottom double paire, comme ça, on va quand même perdre plus qu'on ne va gagner. Ok, donc ta crainte concerne aussi l'éventualité que si on fait un check raise, un des deux autres joueurs avait également le même plan et sur relance contre lequel on serait vraiment en mauvaise posture. Ouais, non, ça me semble pas être un danger vraiment imminent dans la mesure où le brelan vraisemblable c'est pocket de 7 et c'est tout. Parce que bon, on bloque assez bien les valets et les deux, d'autant que pocket de 2 est quand même une main que peu de gens jouent. Et ouais, encore une fois, les valets, on bloque ça pas trop mal. Et ouais, dans l'ensemble, les chances que l'adversaire ait un brelan de valet s'élèveraient à quelque chose comme 1,6%. Et bon, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Et ouais, je suivrai et je me ferai sans doute déstacker. Mais c'est clair que je ne serais vraiment pas ravi de le faire. Ok, bon bah on va voir ce que j'ai bien pu faire dans ce spot. Ouais, je suis assez curieux également. Ok, on en arrive au continuation bet. Et on voit que tu cliques sur le bouton check raise. Bon, le problème qu'on voit ici, c'est que vu le montant de ta relance, tu es complètement commit face aux deux autres joueurs. Et bon, par bonheur, il décide de se coucher. Et bon, là, il prend sa décision. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre. S'il a une pocket de valet ou une pocket de 7, ben, c'est pas de chance. Le 10 est une très mauvaise carte. En revanche, le 2 en est une très bonne. Ouais, il me semble que je me rappelle que c'était un assez gros beat pour lui. Oh, ouais, effectivement. Bah, c'est pour cette raison que c'était pas idéal. Et il avait effectivement valet 7. Ok, et si j'avais opté pour un lead et que les deux autres joueurs avaient suivi ou s'étaient couchés et que lui avait opté pour une relance à hauteur du pot, c'est un fold. Ouais, je pense pas que je me serais couché directement. Je pense que j'aurais suivi au moins une fois afin de me réserver l'option d'éventuellement opter pour un destack en cas de blanc, genre un 5. Et bon, évidemment, il se trouve qu'en l'occurrence, c'eût été une catastrophe, mais faut faire attention à pas être trop orienté au résultat. Et bon, en revanche, sur le 10, je me serais couché sans hésitation parce que c'est une carte qui accompagne quand même très bien le valet. C'est pourquoi je pense que, en l'occurrence, c'eût été relativement facile de prendre la bonne décision. Mais bon, continuons un peu la vidéo. Je trouve qu'on a quand même eu un nombre non négligeable de spots vraiment bien intéressants. Ouais, je suis d'accord. Bon, en bas à droite, c'est quand même bien limite. Ouais, ça ne fait pas partie de notre chart en raison de la dame. Si au lieu d'une dame on avait eu un as, la décision aurait été autre, je pense.
Ouais, je pense que même avec un roi, j'aurais fait un open raise, mais ça vient un peu avec le temps. Plus on acquiert de confiance en soi, plus on peut se permettre de jouer ce genre de main. Et ouais, je pense que ça c'est tout à fait normal. Et ouais, en haut à gauche, bon, c'était un peu malchanceux pour notre adversaire, la façon dont la situation évoluait. D'un autre côté, il doit également se poser des questions sur notre éventail. Et sur l'éventail avec lequel on fera un tel check raise, je pense que Valet 2 est vraiment tout en bas de cet éventail. Et comme on n'aura sans doute jamais une main inférieure à Valet 2, avec son Valet 7, il n'est pas non plus en excellente posture face à notre éventail. Ouais, bon, il avait quand même Valet 9 en plus, ce qui lui donnait un gutshot. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est sans doute légitime, mais bon, ça reste quand même un stack-off qu'il ne doit pas non plus faire avec le sourire aux lèvres. Ouais, je pense que c'est quand même important de noter la différence. Bon, en bas à gauche, je suis assez curieux de voir comment t'as joué cette main. Certes, il est assez tight en termes d'open raise, mais il ne fait qu'un min raise. Ouais, il me semble que c'est d'ailleurs un peu là la difficulté pour moi. Ok, et si le roi avait été à pique et le valet à cœur, t'aurais opté pour une surrelance? Euh, J'en suis pas absolument certain, parce que j'ai quand même accordé un certain respect à son éventail d'open race qui est fort tight, et donc non, je ne pense pas que j'aurais fait une surrelance. Ok, c'est intéressant. Bon, et là tu couches ton tirage couleur au valet, qui aurait sans doute presque toujours été bon, mais il se trouve qu'il n'avait vraiment plus grand chose derrière. Et en haut, lead bet avec l'effet card removal, je suis assez d'accord. Tu bloques un set de 8. C'est toujours bon de tester de temps en temps ce genre de choses pour voir un peu à quelle fréquence vos adversaires se couchent. Mais bon, c'est clair que face à un joueur qui a, qu'est-ce qu'il a, 29 de when to showdown et 57 de fold, on peut le faire de temps en temps. Il ne va pas systématiquement se coucher. Et là, en revanche, je pense qu'un bluff n'est pas très intéressant, puisqu'il va sans doute suivre avec tous ses rois, peut-être avec ses 10, et qu'il pourra avoir un 5 de temps en temps. Donc ouais, là tu peux lâcher l'affaire. Bon, un check raise peut être amusant dans ce genre de spot, à des limites plus élevées, mais là je pense qu'à cette limite ce serait vraiment complètement surjoué. C'est pourquoi, ouais, t'as un fold assez facile, mais bon, t'as opté pour un call, Ouais, et il abat un carré. Bon, au moins on peut être satisfait du fait qu'on n'a pas fait de check raise. Mais là je pense qu'un mauvais joueur peut même être en mesure de faire un value bet avec un roi, c'est pourquoi je pense que ton call n'est pas bon. Et bon, je vois bien la réflexion, tu te dis que son éventail est bien polarisé, avec en plus le tirage couleur manqué, mais ce qui se passe c'est que sur un tableau contenant une paire, bon nombre de joueurs vont être assez hésitants sur les bluffs, ce qui fait que ouais, ce sera relativement rare, et c'est pourquoi je pense que dans ce spot tu peux abandonner ta main. Donc ouais, j'aime pas trop ton hero call. Enfin, on parle vraiment de cette main en particulier, tu sais très bien que en principe je suis plutôt un partisan des hero call, mais je trouve que celui-ci n'était vraiment pas nécessaire. Parce que ouais, je serais certain de ne pas avoir la meilleure main, et si vraiment tu tiens à ne pas lâcher le pot, alors je serais pour un check raise. Mais ouais, le call me plaît pas, d'autant que de temps en temps l'adversaire va transformer un 10 en bluff, et là t'auras vraiment l'air stupide en ayant suivi avec ton 8. Et ouais, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà eu dans une vidéo précédente, à savoir qu'on a une main qui n'est même pas certaine de battre tous les bluffs. C'est pourquoi je suis vraiment pas un fan du call là. Mais bon, on est dans un processus d'apprentissage, donc il n'y a rien de bien grave. ouais, on apprend lentement. Ouais, mais on progresse quand même. Et puis bon, on voit bien que il y a quand même peu de spots dans lesquels on peut vraiment donner des consignes absolues auxquelles on va pouvoir toujours se tenir. Ça reste quand même une variante extrêmement dynamique. C'est pourquoi ouais, ça prend un peu de temps et faut voir comment on évolue. Mais dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfait dans cette session. On a vu bon nombre de spots bien intéressants et tu t'en es vraiment pas trop mal tiré. Bon, en bas, le continuation bet, très bien. Et là, c'est un tableau sur lequel je ferai toujours un second barrel sur cette carte du turn. Mais tu le fais pas. Ok, c'est aussi intéressant. En haut à droite, on a une main. Ouais, bon, alors en bas à droite, je me suis dit que l'As complétait quand même pas mal des mains avec lesquelles il aurait pu suivre. Ouais, je pense qu'il n'aura pas eu si souvent que ça le tirage couleur note lui permettant d'avoir maintenant une paire d'as. Je pense qu'il aura plutôt régulièrement d'autres tirages. Et là, ça va être assez intéressant. Ça n'a pas vraiment de sens, mais si jamais il opte pour un lead, je vais clairement relancer, tout simplement parce qu'il va tout coucher. Savoir ce que je vais pouvoir représenter ou non n'est pas tant important dans ce spot. Ce qui nous importe ici, c'est tout simplement qu'il va devoir coucher quasiment toutes les mains avec lesquelles il va miser. Parce que même avec As-Roi, il va avoir un call difficile. Alors qu'en principe, le call est vraiment facile, mais il va devoir se dire est-ce qu'il a eu un coup de bol avec 4-5 ou ce genre de choses. Et bon, personnellement, j'aurais fait un nouveau bet sur le turn.
parce qu'avec l'As, il aura en plus couché pas mal de ses rois, à moins évidemment qu'il s'agisse d'As-Roi, ce qui fait que ouais, c'est un très bon spot de barrel. Ok, et si t'avais fait un second barrel et qu'il avait suivi, et que la river était arrivée celle qu'elle est là, t'aurais fait quoi? Ouais, troisième barrel sans hésiter. Ok, et sur quelle carte de la river tu lâcherais l'affaire et tu ne miserais pas? N'importe quel pic ou... Parce qu'en principe le pic peut également nous être favorable et le pousser à coucher certaines mains. Ouais, mais je pense que la plus grosse partie de son éventail de calls sur le turn va être composée de tirage couleur. Avec une main comme As-Roi, a priori, il relancerait. Bon, il se trouve que là, il a 0 de check raise. Donc peut-être que lui en particulier ne le ferait pas. Mais bon, dans l'ensemble, je pense quand même que s'il joue encore en check call sur le turn, ce sera plutôt avec un tirage couleur qu'avec une double paire. C'est pourquoi, ouais, c'est sur les river à pique que je serais le plus à même de me coucher. Bon, on pourrait envisager une petite mise pour essayer de le pousser à coucher des mains faites. Mais dans l'ensemble, je pense que je lâcherai l'affaire sur un pic et ferai un barrel sur les autres cartes. Ok, et s'il s'agit du 8 de pique? Ah, et il check? Ouais, 8 de pique sur la river, il check. Ouais, ce serait pas facile. Je pense que je ferais une petite mise de sucker. Parce que je pense pas qu'il soit capable de coucher une couleur, mais je le verrai régulièrement faire un donk bet avec ses couleurs. Et je ne veux surtout pas abandonner de value. Ce qui fait que s'il check et... Ouais, je suis pas complètement sûr quand même. Mais de ce que j'ai vu de cet adversaire, je pense que je me laisserai sans doute aller à placer une petite mise parce qu'il ne serait pas non plus exclu que je tente un petit bluff. Ouais, quoique moi je... Bon, j'ai pas encore énormément d'expérience puisque je n'ai joué que 17 000 mains sur PokerStars, mais j'ai quand même le sentiment que les gens ont tendance à ne pas faire de donk bet avec leurs améliorations river. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai à cette limite, que tu pourrais bien te tromper dans cette supposition-là. Mais bon, je sais pas, peut-être que ce sera assez intéressant que les utilisateurs qui jouent à ces limites s'expriment sur le sujet. Ouais, c'est clair que ce serait pas mal parce que là, je suis pas du tout expérimenté en la matière. J'ai quand même le sentiment que bien souvent les joueurs vont faire un donk bet sur ce genre de carte river de peur d'être confronté à un check behind. Ouais, quand c'est la note, c'est quelque chose qu'on voit, mais lorsque ça ne l'est pas, les joueurs jouent souvent tout simplement en check call parce qu'ils ont peur d'une meilleure main. Ok, bon, on peut peut-être revenir vite fait en haut à droite et je pense que ça sera la dernière main pour aujourd'hui. Face à un joueur qui jusqu'à présent ne s'est couché face à aucun conti bet flop, même s'il est vrai que ce n'est que sur 23 mains, je pense qu'on peut assez bien miser, ne serait-ce que pour essayer de provoquer quelque chose. Donc ouais, je serais partisan d'une mise un peu faible aux alentours de 1,75 pour que l'adversaire se dise ah, il n'a pas l'air très fort, je vais tenter un petit quelque chose, juste pour le principe. Bref, voyons comment t'as procédé. Bon, en bas à droite, t'as pris le check behind, ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Et on voit qu'il a joué un set de cette façon, donc là c'est vraiment snap prise de note. En particulier sur le fait qu'il n'a même pas misé sur la river. Et là t'as pris le check behind. Ça c'est un move que je ne ferai jamais face à un joueur qui a 0 de fall to c bet. Jamais jamais. Il a 42 when to showdown, 0 de fall to c bet. C'est vraiment les deux indicateurs pour un bet. Ouais, là je me disais que j'avais une telle main mise sur le tableau. Ouais, avec un 8, ok, mais sans 8, non. Il faut pas non plus oublier que tu provoquerais quelque chose face à un 8. Et bon, là en bas à droite, tu dois vraiment prendre une note sur le fait qu'il joue ses brelans de cette façon, te permettant maintenant de savoir que c'est le genre d'adversaire contre lequel on ne veut surtout pas faire un triple barrel de bluff. Et bon, là c'est une leçon que j'aurais appris fort à mes dépens si on avait effectivement triple barrel. Mais je pense que c'est bien de terminer la vidéo sur un epic fail. Je pense que la vidéo a vraiment été extrêmement intéressante. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine. A très bientôt et bonne chance aux tables.